Mourir dans l'espace ne ressemble presque jamais à une explosion. Le plus terrifiant, c'est le silence, quand le corps comprend avant l'esprit que quelque chose manque. Et parfois, la mort arrive sans que l'équipage sache encore d'où vient la fuite. Numéro 10, chambre à vide thermique B de la NASA. 90 secondes. C'est toute la marge. Au centre spatial Johnson de la NASA, la chambre de vide thermique B sert à tester des opérations spatiales avec équipage dans un environnement capable de reproduire le vide. Son système de repressurisation d'urgence peut ramener la chambre du vide à une pression équivalente au niveau de la mer en 90 secondes. Mais les données de survie de la NASA sont brutales. Sans oxygène, la conscience utile peut ne durer que 10 à 15 secondes. Après, le corps bascule très vite. L'eau peut entrer en ébullition à la température de la peau. Ce phénomène s'appelle l'ébullisme. La salive devient mousseuse. Les yeux, le visage, les articulations gonflent. Si l'astronaute retient son souffle, ses poumons peuvent être gravement lésés. D'abord vient l'hypoxie, puis la circulation s'effondre. Ensuite, les tissus commencent à souffrir, sauf si la pression revient à temps. Il y a un bouton de repressurisation d'urgence, des opérateurs dans une salle de contrôle, un astronaute en combinaison, visible derrière la fenêtre de la chambre. Dans la chambre B, la NASA n'imagine pas la fin dans le vide. Elle répète l'instant juste avant qu'il ne l'emporte. Numéro 9, fuite d'eau dans le casque de Luca Parmitano lors de l'EVA 23. De l'eau froide vous touche la nuque après 92 minutes d'EVA 23. Luca Parmitano est à l'extérieur de la Station spatiale internationale le 16 juillet 2013 quand la boucle d'eau du système de refroidissement commence à remplir son casque. En quelques minutes, l'eau atteint ses yeux, ses oreilles, son nez, puis son bonnet de communication. En microgravité, elle ne s'écoule pas. Elle reste collée à la peau, se rassemble en une masse flottante et peut finir par couvrir le nez et la bouche. Une combinaison pressurisée peut rester parfaitement étanche et pourtant vous mettre en danger à l'intérieur. À Houston, le contrôle de mission interrompt la sortie extravéhiculaire prévue pour 6h30 après seulement 44 minutes. Maintenant, il faut rentrer. Dans le noir de l'espace, accroché à l'extérieur de la station, vous suivez le câble de sécurité au toucher, main après main, le long d'environ 27 mètres de poutre. L'eau recouvre désormais les deux yeux et étouffe les sons dans le casque. Parmitano parvient vivant au SAS Quest. À des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, l'eau devient le vide. Numéro 8. Incendie de la bougie à oxygène de Mir. La pièce vire à l'orange avant même qu'on comprenne ce qui brûle. Le 25 février 1907 mine, à bord de la station spatiale russe Mir, un générateur d'oxygène à combustible solide s'est embrasé dans Gvant 1, alors que l'astronaute de la NASA Jerry Linenger et des cosmonautes russes se trouvaient à bord. Le feu a duré environ 90 secondes, projetant dans le module une lance de flammes longue d'1 mètre. La fumée a épaissi en quelques instants. Linenger a enfilé un masque. L'équipage a avancé dans un air devenu irrespirable, tandis que les flammes bloquaient le passage vers le vaisseau de secours Soyouz. En microgravité, la fumée ne monte pas, elle reste là, contre le visage, les yeux, les poumons. La flamme, elle, ne se penche pas vers le haut pour s'échapper. Elle s'arrondit, se nourrit là où elle peut, et transforme la station en chambre d'essai close. Les brûlures peuvent mettre une vie en danger. Le monoxyde de carbone peut submerger quelqu'un encore plus vite. Le manque d'oxygène peut rendre toute procédure inutile. En orbite, la pièce qui brûle est aussi le canot de sauvetage, à 400 km au-dessus du vide. Numéro 7. Incendie dans la chambre d'isolement de Valentin Bondarenko. Vous êtes enfermé dans une chambre conçue pour imiter la frontière de l'espace, là où le danger vient d'un excès d'air. Le 23 mars 1961, le stagiaire cosmonaute soviétique Valentin Bondarenko, âgé de 24 ans, touchait à la fin d'un long test d'isolement sous pression et en altitude, bien avant le vol de Youri Gagarin. L'atmosphère y était enrichie en oxygène, avec une pression réduite pour reproduire les conditions du vol. Dans de l'oxygène pur à pression abaissée, le coton peut s'enflammer, avec environ un tiers de l'énergie nécessaire dans l'air ordinaire. Un tampon médical imbibé d'alcool a touché une plaque chauffante. Dans l'air d'une pièce, la flamme serait peut-être restée discrète un instant. Ici, le tissu devient du carburant avant même qu'on ait le temps de réagir. Il a fallu du temps pour ouvrir la chambre scellée. Les secours ont trouvé Bondarenko vivant, avec de graves blessures sur la majeure partie du corps. Il est décédé 8 heures plus tard à l'hôpital. L'Union soviétique a caché l'accident pendant près de 25 ans. L'avertissement est venu le premier, puis il a disparu. Numéro 6. Module de commande Apollo 1 CM-012. Gus Grissom est monté dans un vaisseau capable de vous coûter la vie sans jamais quitter la rampe.
Le 27 janvier 1967, le module de commande Apollo CM012 était sur le complexe de lancement 34 à Cape Kennedy pour un test au sol de type Plugs Out, avec Edward White et Roger Chaffee à ses côtés. Ce n'était pas un décollage, la cabine était remplie d'oxygène pur sous haute pression, au point que le nylon, le velcro et le câblage pouvaient s'enflammer avec une chaleur pas plus forte qu'une simple allumette. À 18h31, un feu éclair a déchiré l'intérieur. L'oxygène l'a alimenté, les matériaux aussi, et le module est devenu un four scellé. La pression est montée à environ 30 livres par pouce carré, assez pour rompre la structure sous pression. Avant même que quelqu'un à l'extérieur puisse atteindre le sas, le monoxyde de carbone et une fumée toxique avaient déjà submergé l'équipage. Ils ne sont jamais partis du niveau de la mer, mais le vaisseau était déjà devenu une chambre close à l'issue fatale. Numéro 5. Cabine de l'équipage de Challenger. Depuis une capsule scellée sur le pas de tir, l'histoire devient encore plus glaçante. Parce qu'à ce moment-là, on n'entend plus la radio, mais le vent. Un grondement mince autour d'une cabine qui tombe seule dans le ciel ouvert. Le 28 janvier 1986, la navette spatiale Challenger, mission STS-51L, décolle du centre spatial Kennedy avec Francis Cobbe, Michael Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis et Krista McAuliffe à bord. 73 secondes après le décollage, la défaillance d'un joint torique sur le propulseur d'appoint droit entraîne la rupture de la structure au-dessus de l'Atlantique. Ce que le monde garde en mémoire, c'est ce panache en forme de Y dans le ciel bleu de Floride. Mais la cabine de l'équipage, elle, s'est détachée et a continué sa course, suivant une longue trajectoire vers le bas. La NASA conclura plus tard que les forces subies au moment de la rupture n'étaient probablement pas suffisantes pour provoquer une issue fatale immédiate. Et les systèmes d'air de secours activés ont montré qu'au moins certains membres de l'équipage avaient survécu au premier instant. La NASA n'a jamais pu établir précisément à quel moment ils ont perdu connaissance. Environ 2 minutes et 45 secondes plus tard, la cabine frappe l'Atlantique, à près de 207 miles à l'heure. La catastrophe n'était plus seulement une explosion observée depuis le sol, mais une chute avec des personnes encore à l'intérieur. Et le prochain échec allait donner l'impression que le ciel lui-même se déchirait. Numéro 4. Désintégration du module d'équipage Columbia, STS-107. Pire encore, cette fois, la rupture a commencé 16 jours avant que le ciel ne se déchire. Le 1er février 10 la navette spatiale Columbia, mission STS-107, s'est désintégrée lors de sa rentrée au-dessus du Texas et de la Louisiane, avec Ricus Band, William McCool, Michael Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark et Ilan Ramon à bord. Le premier choc a eu lieu au lancement, quand de la mousse isolante a frappé l'aile gauche et endommagé le système de protection thermique, cette seule barrière entre l'orbiteur et la chaleur de la rentrée. Quand Columbia est revenu, un plasma surchauffé s'est engouffré dans cette brèche et a détruit l'aile de l'intérieur. Depuis le sol, on voyait des traînées de débris blancs traverser le matin texan, puis des fragments brûlés se sont dispersés sur des centaines de kilomètres. L'enquête de survie de la NASA a conclu à une dépressurisation rapide de la cabine, à une perte de conscience et à des traumatismes fatals causés par l'environnement de la rupture, avec des gants peut-être retirés et des visières peut-être relevées. Mais le prochain drame est plus froid encore, parce qu'une simple petite valve allait laisser l'espace entrer dans la cabine elle-même. Numéro 3. La valve de ventilation de Soyuz 11. Le vaisseau s'est posé tout seul, parfaitement, rentrée propre, parachute ouvert, contact nominal au Kazakhstan. À l'intérieur, les 3 hommes avaient déjà perdu la vie. Le module de descente s'était vidé par une soupape d'égalisation de pression, ouverte trop tôt au moment de la séparation, à environ 168 km au-dessus de la Terre. Nous sommes le 30 juin 1971. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev viennent de quitter Salyut 1, la toute première station spatiale de l'histoire. Après l'amarrage à cette station orbitale, après des jours passés dans l'étroit intérieur du Soyuz 7 KOKS, leur retour aurait dû n'être qu'une procédure. Mais dans une cabine qui se vide dans le vide spatial, on perd conscience en moins d'1 minute. Aucune alarme ne peut rendre ce temps. Ils ne portaient pas de combinaison pressurisée Sokol. Dans cette version du Soyouz, 3 cosmonautes équipés ne tenaient tout simplement pas à bord. Quand les équipes de récupération ont ouvert l'écoutille du module, Patsayev se trouvait près de la poignée de la soupape, comme s'il avait tenté de l'atteindre avant que l'air ne disparaisse. Aujourd'hui encore, le module exposé en musée garde la trace froide de cette leçon. Après Soyouz 11, le vaisseau a été repensé pour 2 cosmonautes, en combinaison pressurisée.
Numéro 2. Récupération du module de descente de Soyouz 11. Au premier regard, tout ressemble à une réussite. Dans la steppe kazakh, une capsule Soyouz noircie se tient droite sous son parachute, exactement là où les équipes de récupération l'attendaient. Le 30 juin 1971, Soyouz 11 revient de Salyut 1, la toute première station spatiale au monde, avec à son bord Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev. Après la séparation, une valve d'égalisation de pression s'ouvre trop tôt, à environ 168 km au-dessus de la Terre, au-delà de la ligne de Kármán. À l'intérieur du vaisseau, l'air disparaît en moins d'une minute. Le vide prend d'abord l'oxygène, puis la conscience, puis atteint les vaisseaux du cerveau, les cavités nasales et l'oreille interne. Dans l'ombre de la cabine vide, le module de descente continue pourtant sa route, seul. Il traverse l'atmosphère, enveloppé par le plasma de la rentrée, déploie ses parachutes et se pose normalement au Kazakhstan. Puis l'écoutille s'ouvre. Les 3 cosmonautes sont retrouvés sans vie, encore attachés à leur siège. Patsayev se trouve près de la valve, assez près pour laisser penser qu'il avait repéré la panne avant que le temps ne manque. Depuis ce vol, chaque équipage Soyouz porte une combinaison Sokol. Soyouz 11 reste le seul cas confirmé d'être humain ayant perdu la vie dans l'espace, avant d'être retrouvé sans blessure visible. Numéro 1. Le plan de confinement des restes de la mission martienne de la NASA. Soyouz 11 l'a montré de la façon la plus glaçante qui soit. Un équipage peut perdre la vie dans l'espace par asphyxie soudaine, invisible et sembler presque intact. Sur Mars, le même échec devient plus lent, plus difficile, plus impossible à gérer. En première ligne, la NASA doit prévoir la perte d'un astronaute alors que la Terre peut se trouver à des mois de distance, sans trajectoire de retour possible. Le corps n'est plus seulement une réalité médicale, il devient un risque biologique, une scène à préserver, un problème juridique et une présence que l'équipage doit continuer à côtoyer. Le rapport de la NASA 2021-001-8744 décrit la réalité matérielle. D'abord, il faut contenir les fluides. Ensuite, contrôler les odeurs. Puis ralentir la décomposition et la propagation microbienne dans un habitat scellé, où chaque kilogramme et chaque centimètre cube comptent déjà. Le Code des États-Unis, titre 42, section 2459L, donne à l'administrateur de la NASA autorité sur les restes, y compris pour ordonner des examens médico-légaux. Le même protocole peut devoir protéger des preuves, respecter les volontés familiales et religieuses et isoler toute contamination. Le dernier mode de défaillance n'est pas l'instant où un membre d'équipage disparaît. C'est la prise de conscience que, sur Mars, même le deuil a besoin d'un système de confinement.